Est-ce que l'or digital, autrement dit le bitcoin, est quelque chose qui t'intéresse? Ah, l'or digital. Alors, une anecdote déjà, j'ai un petit côté geek. J'ai eu des bitcoins dans mon portefeuille à l'époque où personne n'en parlait, c'était pas financiarisé. Puis quand j'ai eu, mais je sais plus combien, j'en avais 15 ou 20, j'étais hyper heureux d'acheter un jeu vidéo, ma Madeleine de Proust, parce que c'est la première fois que je pouvais dépenser mon bitcoin. J'avais fait cramer 2 processeurs, à faire tourner mon PC pour miner pendant 6 mois. Je me disais: «C'est complètement idiot, ça sert à rien ce truc». Donc voilà, ça c'est le visionnaire. Aujourd'hui, le bitcoin, il est très interrogeant. J'aime beaucoup la méthodologie blockchain et ça, c'est un vrai disrupteur. Ça prendra le temps que ça prend, mais cette façon d'avoir un tiers de confiance embarqué, le notaire embarqué, le custodian embarqué, le dépositaire embarqué, ça, c'est une révolution. Heu, le fait qu'on soit dans une forme d'autorégulation du produit fait sens également. On a moins de surprises peut-être digitales qu'on puisse avoir. Heu et donc c'est un produit qui intrinsèquement me plaît. Là où j'ai un sujet, dans le cadre d'une allocation, c'est que je ne sais pas ce que ça vaut. Il y a plein de choses dont on peut calculer le prix, des taux, des actions, on l'a évoqué, de l'immobilier. Là, on est sur un taux d'acceptation des investisseurs qui investissent dans le bitcoin, qui vont le faire monter et puis, derrière quand ils sont un peu ça a trop monté, ils baissent. Enfin, Comme l'or, non? j'ai pas de déterminant. Ah mais sur l'or, il y a des productions minières, il y a des banques centrales qui achètent de l'or, il y a de la consommation d'or en Chine, en Inde Bientôt, il y pour aura les peut-être la banque mariages. centrale américaine qui achètera du bitcoin. Mais ça serait, je dirais, ça normaliserait parce qu'ils seront obligés d'avoir une étude théorique du sujet. Mais très clairement, c'est un actif à regarder, ne serait-ce qu'à cause de sa structure. En plus, le bitcoin spécifiquement embarque sa résilience. Enfin, il y a une génération de bitcoin qui asymptotiquement tend vers 21 millions. 21 millions, voilà, merci. Donc mécaniquement, il y a un effet, il y a un effet haussier dedans. Il y a d'autres cryptos, mais elles sont moins liquides. En tout cas, c'est vrai qu'on le regarde de très près. C'est juste savoir ce que ça vaut. Aujourd'hui, à part, j'ai plus d'acheteurs que de vendeurs, j'ai un peu de mal, mais on le regarde de très, très près. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Tu le sais, sur la chaîne Finari, on aime bien ce qu'on appelle la gestion passive. Parce que, comme tu l'as dit, c'est très dur de timer le marché, c'est très dur de savoir s'il faut rentrer maintenant, s'il faut sortir. Mieux vaut s'investir sur le long terme. Et du coup, on voit souvent cette opposition gestion passive qui se transcrit via de la gestion indicielle, enfin des fonds indiciels ou des ETF, versus la gestion active. Toi, tu nous disais que c'est quelque chose, enfin, les ETF, tu trouves que c'est un excellent outil à mesure, enfin, à condition qu'il soit bien utilisé. Qu'est-ce que tu entends par bien utilisé? Heu, des ETF, j'en utilise, j'oppose pas. Là, sur ton appli, j'ai mis mes comptes, super d'ailleurs au passage l'appli. J'ai envie de Je faire vais un pas coup payer Eric pour tactique. dire ça, hein. Non, 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 je l'ai testé parce que je veux un coup tactique, je vais pas le déployer dans le temps. Je suis sur ce que j'évoquais tout à l'heure du narratif, du momentum de marché. C'est un ETF, il faut bien comprendre ce qu'on achète, mais c'est l'outil parfait. Moi, j'oppose absolument pas gestion active, gestion passive. Les ETF ont une utilité. Alors, je peux traiter, au prix que je vois affiché. Alors, sur les actions, c'est bien. Je rappelle juste quand même que sur les obligations, il y a des fourchettes et qu'il faut faire attention. Quelquefois, la fourchette, c'est l'espérance de gain qu'on a en tête. Mais sur les actions, ça marche remarquablement bien. Maintenant, sur le long terme, sur mes positions de fonds, je sais que j'aime bien avoir des gérants en gestion active qui vont analyser les boîtes, qui vont voir les business models, qui vont rencontrer les patrons et même au-delà de ça, il faut bien voir que quand on achète de la gestion active, on peut aussi donner un sens à son épargne. On n'est pas que dans une partie purement financière. Mm. Quelquefois, on se dit tous: «Ah ben, on finance pas la recherche, on finance pas l'innovation, on finance pas le développement en Europe».
acheter des fonds qui achètent ce type d'entreprise. Il n'y a jamais d'ETF qui a fait une IPO, concrètement, puisque ça réplique un indice. Et donc, le fonds de portefeuille, je ferai confiance à des gérants avec leur style et leur biais, et puis quelquefois, ils se plantent. Mais globalement, en les suivant, puis nous, chez Ophi Invest-M, on achète des fonds externes à la concurrence. Donc, sur cette gestion active, il faut lui laisser le temps de se déployer en fonction de notre cycle et de notre vue. Sur les ajustements tactiques, on va utiliser des ETF puis sans les opposer. En même temps, il y a un nouveau truc, pour le coup, qu'on regarde nous de très près, c'est les ETF actifs. On embarque un peu les deux et où je dirais il y aura le timing de marché, la transparence de portefeuille. Après, il y aura les frais à suivre, mais je me demande si on n'est pas en train de trouver de ces bons compromis. En revanche, c'est vrai que connaître le portefeuille d'un gérant, c'est pas connaître un indice. Donc ça change un peu. Sachant que les indices, ils ont leur biais aussi. En octobre l'année dernière, il y avait 7 boîtes, les Magnificent Seven, dont on nous a tartiné toute l'année, qui représentaient 50% de la perf du S&P et quasiment 100% des bénéfices. J'ai pas envie, tout forcément, sur longue période, d'acheter un truc où je fais confiance à 7 boîtes. Autant que j'achète les 7 boîtes et que je les analyse. Les 493 autres méritent d'être regardés dans le S&P 500. Donc, même sur les supports comme sur l'allocation d'actifs, pas utiliser tout le temps les mêmes choses, pour moi, je pense que ça fait sens. En tout cas, je ne les oppose pas depuis longtemps.